C'est parti alors. C'est parti. Bonjour et donc bienvenue à cette nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube Micronutrition en capsule. Ça va être la première vidéo qu'on va présenter ensemble. Donc c'est l'occasion de nous présenter en quelques mots. En fait, on aime bien se définir un peu comme un binôme un peu original dans notre approche de l'enseignement de la micronutrition. Dans toutes nos formations, Guénaël intervient vraiment sur le versant physiologie, physiopathologie, investigation clinique et puis prise en charge micronutritionnelle. Et moi-même plutôt sur enfin c'est pas plutôt, c'est sur la connaissance et la pratique des analyses micronutritionnelles et fonctionnelles. Voilà, ça donne un peu une complémentarité qu'on trouve vraiment intéressante. Donc on a voulu justement présenter un sujet important, la vitamine D, sous l'angle de cette complémentarité. Donc justement, Guénaël va vous faire tout ce versant physio, physiopathe, etc., etc., et moi plutôt le versant environnement, des analyses autour de la vitamine D. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Gwenaël. Donc bonjour. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler de ce sujet de la vitamine D? Eh bien parce que donc Bruno et moi on intervient pas mal sur les réseaux sociaux, donc peut-être que si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez déjà vu nos groupes. On peut pas nous rater. On est partout. Donc Bruno on est le Michel Simès de la micronutrition. sur les réseaux sociaux. Donc Bruno a un groupe qui s'appelle Analyse nutritionnelle et fonctionnelle en naturopathie et en micronutrition. Tout à fait. Donc qui est ouvert à tous, vous pouvez y aller. Et donc moi j'ai un groupe qui s'appelle Praticiens Micronutrition, qui est ouvert exclusivement aux praticiens micronutrition. Les débutants sont acceptés. Et donc tous les jours on voit des questions à propos de la vitamine D sur ces groupes. Donc tout le monde demande est-ce que mon taux de vitamine D est suffisant? Est-ce que j'en consomme suffisamment? Est-ce que j'en fabrique suffisamment? Est-ce que je dois me complémenter? Et dans ce cas, est-ce que je dois me complémenter en continu ou simplement par cure? Est-ce que je dois prendre des mégadoses, des doses quotidiennes? Est-ce que je suis sûre de l'absorber? Et est-ce que je dois faire un dosage, un bilan biologique? Et dans ce cas-là, combien me complémenter, pendant combien de temps? Et si mon dosage ne remonte pas malgré ma complémentation, que dois-je faire? Qu'est-ce que cela peut m'indiquer? Et si mon taux est optimal, donc on verra ce qu'est un taux optimal, est-ce que je suis sûre que ma vitamine D est active? Donc ça fait beaucoup de questions, donc on a choisi de traiter ce sujet pour essayer de répondre vraiment à l'ensemble de ces questions. Alors c'est une vidéo qui ne se veut pas exhaustive, ça serait beaucoup trop long, mais on va essayer de répondre à un maximum de questions pendant ce petit temps. Donc tout d'abord, la vitamine D, on va essayer de la définir. Elle porte le nom de vitamine et pourtant, normalement, le terme de vitamine se dit pour une molécule qui n'est pas synthétisable par l'organisme. Or, vous le savez certainement, la vitamine D peut se fabriquer de manière endogène, donc ce n'est pas vraiment une vitamine. On parlerait plutôt d'une hormone, puisqu'effectivement, d'une part, on trouve des récepteurs partout dans l'organisme, au niveau du cerveau, des os, de l'intestin, du muscle, du sein, de la prostate et des cellules du système immunitaire. Par ailleurs, cette vitamine D a plutôt une fonction hormone puisqu'elle va réguler l'expression de nombreux gènes. Pourquoi est-ce qu'on lui a donné le nom de vitamine? Ça, je ne sais pas, Bruno. Et toi? Non, je ne sais pas non plus. Donc, si vous avez la réponse, on serait curieux. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous savez pourquoi est-ce qu'on parle de vitamine. Ça doit être historique. Voilà, je pense que j'imagine qu'au début, on ne pensait pas qu'il y avait une synthèse endogène. Bon, si vous avez la réponse, je serais content de le savoir. Alors du coup, à quoi sert-elle cette vitamine? Eh bien, elle a de nombreuses fonctions. Le premier, le plus connu, celle qui a fait parler d'elle, c'est sa fonction sur le métabolisme phosphocalcique, pour avoir des os solides, et elle fonctionne de différentes façons pour cela. Donc, elle participe également à la trophicité musculaire. Effectivement, un taux de vitamine D optimal va permettre de diminuer le catabolisme pendant l'effort, de diminuer le temps de récupération après l'effort, et elle a également un rôle sur la synthèse de la testostérone qui elle-même a un rôle sur l'anabolisme musculaire. La vitamine D a également donc un rôle dans l'expression des gènes. Elle va réguler l'expression de plus de 200 gènes quand même. Et on va plutôt insister sur un autre rôle qui est sa fonction dans l'immunité, dans l'inflammation, donc vraiment un modulateur immuno-inflammatoire, puisqu'avec la situation sanitaire en ce moment, c'est vrai qu'on souhaite vraiment vous faire passer ce message. La vitamine D est une
vitamine ou une hormone plutôt justement qui va favoriser le bon fonctionnement d'un système immunitaire. Donc elle a déjà un rôle anti-inflammatoire, ou on devrait plutôt dire normo-inflammatoire, modulateur de l'inflammation, puisqu'elle ne va pas réprimer l'inflammation. Vous savez, on a besoin d'inflammation pour guérir, pour cicatriser, etc. Mais elle va plutôt moduler l'inflammation à la baisse, enfin du moins adapter l'inflammation. Donc, un de ses rôles, effectivement, dans cette fonction immuno-inflammatoire, c'est que la vitamine D va favoriser la trophicité, la prolifération des lymphocytes T régulateurs, qui sont des lymphocytes qui vont tempérer tout ce qui est un peu hyperactivité du système immunitaire. Donc concrètement, ça signifie que ça va moduler les réactions inflammatoires, allergiques, auto-immunes. Donc grâce à ça, quand on a un bon taux de vitamine D, on a moins de risques de cancer, de maladies auto-immunes, d'allergies et moins d'infections virales. Alors souvent, quand on dit que ça réprime un peu l'inflammation, c'est pour ça que j'insiste, c'est pas réprimer, c'est bien moduler. Ce qu'on craint, c'est que du coup, ça diminue un peu nos défenses immunitaires, que ça laisse donc place au développement d'un virus ou d'une bactérie. Mais non, il n'en est rien, puisqu'au contraire, un bon taux de vitamine D va favoriser l'expression du gène qui code pour la catéchyline, qui est une molécule antimicrobienne. Okay. Donc, au contraire, vous allez favoriser une bonne fonction immunitaire. Donc, du coup, Donc Bruno, du coup, je pense que tu peux nous développer un petit peu ce sujet de l'intérêt de la vitamine D dans la situation, enfin dans la Covid. Ok, donc la situation sanitaire d'aujourd'hui. Bon, sujet évidemment éminemment sensible. Alors, on va vous parler un petit peu vitamine D Covid. Alors, est-ce qu'on va vous donner un énième conseil pour le Covid, un énième conseil dont on ne sait pas d'où finalement il provient? Eh bien, que nenni. On va vous communiquer des choses sur la vitamine D et sachez que l'Académie nationale de médecine, c'était je crois fin mai, a donné donc française, l'Académie nationale de médecine française a donné des recommandations de supplémentation en vitamine D de la population. On ne sait pas où sont passées ces recommandations. Je ne sais pas si vous les avez entendues, mais moi pas trop. Visiblement, c'était un petit peu légèrement oublié. Donc c'est pour ça qu'on a à cœur d'en parler. Alors, que disaient ces recommandations? Pas mal de choses, mais je ne vais pas le dire en substance. Je vais citer texto une des recommandations. Voilà ce qu'elle disait, je cite. La vitamine D joue un rôle dans la régulation et la suppression de la réponse inflammatoire cytokinique à l'origine du syndrome de détresse respiratoire aiguë qui caractérise les formes sévères et souvent létales de Covid-19. Donc, on ne peut pas être plus clair. Clairement, ça dit que cette vitamine hormone, joue un rôle de régulation et module ce fameux orage cytokinique dont, ça par contre, on a largement entendu parler dans les médias. Donc ça, c'est quelque chose évidemment très important. On savait dès le mois de mai que justement la vitamine D avait un impact sur cette régulation de cet orage cytokinique, mais petit à petit, on a découvert potentiellement d'autres impacts de cette vitamine D dans cette nouvelle maladie. Et on sait maintenant que la vitamine D protège l'intégrité de la barrière épithéliale pulmonaire, comme d'ailleurs elle protège aussi l'intégrité de la barrière intestinale. Mais voilà, donc beaucoup d'autres fonctions, beaucoup d'autres rôles potentiels ont été élucidés dans le contexte de cette nouvelle pathologie. Alors, en fait, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on commence à savoir beaucoup de choses et malgré tout, il n'y a quand même pas beaucoup d'études. Il y en a, dont je vais parler justement, mais ça reste un peu confidentiel. Malheureusement, avec tout ce que l'on sait, avec tout le savoir que l'on a autour de cette vitamine et du potentiel dans la prise en charge de cette pathologie, pourquoi ne s'y intéresse-t-on pas plus? Alors, deux choses dont je voulais vous dire sur lesquelles je voulais apporter quelques informations. En gros, on a eu assez rapidement, sur le sujet de la vitamine D, ce qu'on appelle des études observationnelles. Alors, c'est des études dont le nom est très parlant. Des études dans lesquelles on se contente d'observer, c'est-à-dire qu'on observe, on détermine les statuts de vitamine D des patients Covid hospitalisés et on regarde leur évolution.
Donc à partir de là, on peut juger si un patient carencé en vitamine D évolue moins bien qu'un patient qui a des bons statuts en vitamine D. Les résultats sont très impressionnants. On vous fait voir justement un tableau là où vous pouvez voir les différents taux de vitamine D et les évolutions, la sévérité des évolutions de la pathologie. Donc, vous jugez par vous-même, c'est vraiment très impressionnant. Mais le problème des études observationnelles, c'est qu'on ne peut pas conclure à une causalité, on peut juste conclure à une corrélation. Voilà, donc maintenant, on voit apparaître quelques études dites interventionnelles. Donc là, on intervient, on se contente plus uniquement d'observer. Et notamment, il y a une étude très intéressante qui est sortie début septembre sur une étude faite en Espagne. Donc, petite étude encore, un peu une étude qu'on pourrait qualifier de pilote, 76 patients, avec des patients qui avaient, on va qualifier ça comme un best standard of care, hein, comme on dit en médecine, c'est-à-dire le meilleur traitement qu'on peut donner aujourd'hui. C'est un peu provocateur de dire ça puisque c'est hydroxychloroquine et azithromycine. Donc voilà, en tout cas les auteurs de cette publication ont défini ça comme un best standard of care. Je trouve ça génial. Et du coup, à partir de ces patients donc hospitalisés qui recevaient ce traitement, ils ont fait une randomisation patients placebo et patients avec vitamine D, donc 2 bras. Donc sans rentrer dans le détail parce que bon, ça serait un petit peu trop long dans le contexte de cette vidéo, mais on peut dire que globalement, il y a eu beaucoup moins d'évolution vers des formes sévères chez les patients qui étaient supplémentés, dans le groupe de patients supplémentés. Et pourtant, le protocole était largement sous-optimal, comme vous le verrez tout à l'heure, avec les recommandations de supplémentation en vitamine D dont Guénaël vous parlera, très sous-optimal puisqu'il recevait 20 000 unités ces patients dans le groupe vitamine D à l'admission, et puis ensuite 10 000 unités par jour pendant une semaine, et puis ensuite 10 000 unités toutes les semaines, jusqu'à la sortie de l'hôpital, ce qui est vraiment sous-optimal. Donc on peut imaginer que si ça avait été encore mieux optimisé au niveau de la supplémentation, les bénéfices auraient été encore plus spectaculaires. Voilà en quelques mots ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur vitamine D Covid. Merci beaucoup Bruno. Du coup, on comprend bien pour ces nombreuses fonctions, il est nécessaire d'optimiser votre taux de vitamine D pour être en bonne santé, pour agir en prévention ou en accompagnement d'une pathologie, que ce soit infectieux ou non. On a bien vu de nombreuses fonctions. Alors, comment faire? Quelles sont les sources alimentaires de vitamine D? Eh bien déjà, je vais vous décevoir, elles sont très faibles. Donc, il y en a dans le foie de morue, l'huile de foie de morue. Ça Le foie de rappelle morue, des... c'est très bon. Il faut aimer, oui, il faut proposer en tout cas, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que dans le foie de morue, il y a aussi beaucoup de vitamine A et on va apporter plus de vitamine A pratiquement que de vitamine D. Donc on peut pas compter sur la foie de morue pour se supplémenter en vitamine D puisqu'on se mettrait en hypervitaminose A qui peut avoir des conséquences. Donc effectivement, il y en a dedans, mais je n'irais pas recommander d'en prendre pour cela en tout cas. Peut-être pour complémenter en vitamine A, oui, mais pas en vitamine D. Donc il y en a dans les poissons gras, les anchois, les sardines, dans le thon, mais attention, pareil, hein, ça peut être bourré de métaux lourds, le thon, dans le foie de veau, le jaune d'œuf, enfin bref, de toute façon, on ne peut pas compter sur les apports alimentaires pour optimiser notre taux de vitamine D. Donc, on va principalement compter sur la synthèse endogène et sur la complémentation. Donc, d'abord, on va voir un peu la synthèse endogène. Comment est-ce que mon corps fabrique de la vitamine D? Donc ici, vous devez voir un petit schéma. Alors, on voit que la vitamine D est synthétisée à partir d'un dérivé du cholestérol, c'est le 7-déhydroxycholestérol, ce qui signifie déjà que si ma voie de synthèse du cholestérol est inhibée et bloquée par un médicament... On ne citera pas de nom. On n'est pas comme ça. Hein. Donc, vous avez reconnu à la statine, classique, que vous prenez quand votre taux de cholestérol, attention, est trop haut. Donc, effectivement, si vous prenez des statines, vous allez aussi bloquer la voie de la synthèse des hydroxycholestérol. Donc, vous aurez plus de difficultés à synthétiser de manière endogène votre vitamine D. Donc, pour vous, c'est encore plus important de vous complémenter. Alors, donc, c'est notre peau qui fabrique la vitamine D à partir de ce précurseur sous l'effet du soleil, des UVB. Donc, on voit encore deux autres facteurs limitants. La peau, normalement, on a tous de la peau, mais
Par exemple, une peau vieillissante qui s'affine sera moins fonctionnelle pour fabriquer la vitamine D. Donc, la personne âgée a encore plus de besoins de complémentation. Par ailleurs, de la même façon, les personnes de couleur foncée, métisse ou noire ont une synthèse endogène qui est largement moins importante. Donc, ce sont des populations à risque de carence. Et l'autre facteur limitant, vous le voyez ici, c'est le soleil. Si on habite dans une région qui n'est pas très ensoleillée et qu'on ne va pas déshabiller au soleil toute la journée, on sera forcément en carence. Donc, notre peau va fabriquer dans ces conditions la vitamine D3, celle qu'on appelle la cholécalciférol, qu'on peut prendre aussi en complément alimentaire. C'est celle-ci que l'on prend. Mais sachez que cette vitamine D3, ce n'est pas la vitamine active. Pour être active, elle doit subir 2 opérations biochimiques qui sont appelées des hydroxylations, qui sont faites pour la première au niveau du foie, sur le 25e carbone, et pour la deuxième hydroxylation, sur le premier carbone, au niveau des reins. Alors, ces opérations biochimiques sont effectuées par des cytochromes, qui sont donc des enzymes. Alors, quand on parle d'enzymes, il faut penser à gènes. Quand on parle de gènes, on pense à polymorphisme génétique. Nous n'avons pas tous les mêmes gènes. Certains parmi nous avons des gènes moins optimum pour fabriquer la vitamine D. Donc ça va dépendre de ce que vous avez reçu comme gène de votre père, de votre mère. Alors après, si vous avez des bons gènes, des bons cytochromes, faut-il encore avoir du fer et du magnésium pour activer cette fonction? Il faut donc également aussi de la vitamine B3 qui est précurseur du NADPH. Donc ça c'est pour les puristes, tout le monde ne comprendra pas, mais retenez qu'il faut fer, magnésium, vitamine B3. Donc il faut un statut micronutritionnel optimal. Et cette première hydroxylation se fait au niveau du foie. Il faut donc aussi avoir un foie fonctionnel. De la même façon, la deuxième hydroxylation se fait au niveau rénal. Donc, ça nécessite d'avoir un rein fonctionnel. Et elle se fait également avec le même type d'enzyme, des cytochromes toujours, qui nécessitent fer, magnésium, B3. Donc ça veut dire qu'il faut un bon statut en fer pour avoir une bonne transformation de cette vitamine D. Tout à fait. Okay. Ainsi qu'en magnésium et en vitamine B3. Donc il ne faudrait pas faire que le dosage de la vitamine D, mais le dosage de la ferritine. Voilà. Ça pourrait être intéressant. Dont tu vas nous en parler. J'avais oublié d'en parler. D'accord. Enfin, ouais. Tu vas improviser. Je vais improviser. Parce que tu es le roi de l'improvisation. Je te fais confiance, ça ne m'inquiète pas. C'est la question vache. Je croyais que ça allait pas que ça allait déstabiliser. En fait, quand c'est que c'est une vidéo, c'est plus amusant parce que tu dis pas. Donc tu vas pas me poser la question. Non, je vais pas te poser la question. Je vais recommencer du coup. Ou je couperai. Ouais, tu couperas, ouais. Mais peut-être finis quand même. Je sais pas ce que tu es en train de dire. Je reprends la tête. Alors, donc, sachez que le 25-OHD3, là, ce qui a subi la première hydroxylation au niveau du foie, c'est la forme de stockage. On stocke cette vitamine et on va faire la deuxième hydroxylation en fonction du besoin. Mais c'est également la forme qu'on dose. Quand vous dosez votre vitamine D, c'est celle-ci que vous avez. Donc, on comprend déjà que ça ne veut pas forcément dire qu'elle arrivera à avoir sa deuxième hydroxylation. Donc, on ne sait pas si elle sera vraiment fonctionnelle. Et donc, de la même façon, la deuxième hydroxylation est effectuée au niveau du rein, ce qui nécessite aussi d'avoir un rein fonctionnel. Et elle utilise également des cytochromes, donc qui utilisent bien sûr les mêmes micronutriments, fer, magnésium et B3. C'est pour ça aussi, du coup, qu'on peut doser la 1,25-hydroxyvitamine D. Parce que du coup, on peut doser la véritable fonctionnelle. Oui, tout à fait. Alors, il faudra la demander parce que ce n'est pas celle qui est faite de façon standard, on va dire. Sachez aussi que ce cytochrome, là, le deuxième, le 27B1, peut être présent au niveau des cellules immunitaires, donc pour activer la vitamine D si nécessaire. Donc, ça va encore rejoindre le rôle primordial de la vitamine D pour optimiser notre système immunitaire. Donc, ça va dans le sens où c'est totalement aberrant de ne pas en parler. Alors, donc, on aura compris tous les facteurs limitants de la synthèse endogène de la vitamine D. Il faut que la voie de synthèse du cholestérol ne soit pas inhibée. Il faut avoir une peau plutôt claire et puis assez épaisse. Il faut avoir du soleil. Il faut avoir un foie et un rein fonctionnels. Des cytochromes, donc des gènes plutôt favorables. Suffisamment de fer, de magnésium, de vitamine B3. On comprend bien que ça ne va pas être évident. Et donc, sachez que la synthèse endogène est autorégulée. Ça veut dire que si jamais on venait à synthétiser, si notre taux de vitamine D est suffisant, il y aura un rétrocontrôle. Donc, on ne peut pas fabriquer trop de vitamine D au soleil. Ce n'est pas possible. Donc, n'ayez pas peur quand vous allez au soleil alors que vous prenez une complémentation.
D'ailleurs, les personnes qui vivent au soleil, les maîtres nageurs qui vivent au soleil, sur la plage, en maillot de bain pendant tout l'été, plafonnent à peu près à un taux de 100 nanogrammes par millilitre. Donc ça veut dire déjà que le seuil de toxicité doit être au-dessus de celui-là. Donc Bruno, tu peux nous toucher un mot peut-être sur les différents statuts biologiques qu'on peut évaluer pour évaluer la vitamine D. Très bien. Bien. Alors, donc, pour toutes les raisons que vient d'exposer Guénaël, il est donc indispensable de faire un dosage du statut de vitamine D. Vraiment très important. C'est malheureusement dans la plupart des cas non remboursé. Depuis quelques années, en tout cas en France, on a décidé de dérembourser la vitamine D, ce qui est vraiment partant du principe que tout le monde est carencé, donc on dérembourse. Voilà, c'est vraiment super. Pas très cher, donc c'est pas très grave, remarquez-vous, mais 8 à 10 euros, je crois, à peu près, la vitamine D, mais bon, voilà. Alors, je vais prendre ici quelques statistiques pour donner un peu une idée des statuts habituels lorsqu'on dose la vitamine D. Je cite ici les statistiques du docteur Résimon, très impliqué dans la micronutrition. 85% selon lui, en tout cas dans sa patientèle qui est nombreuse, est belge. Ah Oui, non. oui, non, il a quand même aussi, il draine de très loin. 85% de sa population a des taux inférieurs à 30 nanogrammes ml. Moi, dans mes petites et très modestes statistiques personnelles, c'était plutôt de l'ordre de 50%. On est en région parisienne, beaucoup plus au sud, vous en conviendrez. Alors, et il a observé 100% de carence à peu près, en ce qui concerne, enfin 100% de gens, pardon, qui sont à des taux inférieurs à 60 nanogrammes ml. Bon, vous voyez que les taux sont loin d'être optimales puisque, en fait, pour être déjà basiquement à peu près correct sur ce qui a été longtemps reconnu comme une des fonctions essentielles de la vitamine D, c'est-à-dire sur la prévention fracturaire, en fait, essentiellement, il faut être à des taux de 30 nanogrammes ml. Voilà, donc déjà, vous voyez qu'il y a très peu de gens qui sont dans des taux, donc même sur un facteur qui est pourtant unanimement reconnu, les taux sont loin d'être protecteurs. Donc ensuite, on peut dire que bon, il y a ce versant qui est unanimement reconnu, protection fracturaire, du risque fracturaire, etc. Mais il y a bien d'autres rôles importants de la vitamine D pour lesquels il faut des taux, on va dire plutôt autour de 60 à 80 nanogrammes ml. On pense à, par exemple, l'auto-immunité, notamment pour la sclérose en plaques. Quelque chose de très important d'optimiser les statuts de vitamine D dans la sclérose en plaques. Pour avoir fait des interviews, j'ai eu toute une partie de ma vie où j'ai beaucoup interviewé des médecins de différentes pathologies. J'ai fait pas mal d'interviews avec des neurologues. Je sais que les neurologues font partie des rares spécialités à être sensibilisés au statut de vitamine D. Ils donnent de la vitamine D, la plupart, aux patients avec des CEP, mais j'ai souvent pu constater que c'est sans trop vraiment y croire, voilà, sans justement être dans cette démarche d'optimisation. C'est une ampoule, voilà, mais il n'y a pas vraiment de démarche malheureusement qui est très, on va dire, précise, rigoureuse, un peu comme on essaie de le faire dans la démarche de micronutrition avec la démarche de médecine des 4P. Bon, bref, voilà, bénéfice pour le système, pour les maladies auto-immunes, pour le système nerveux impliqué dans la dépression, pour le cardiovasculaire, pour le métabolique. Je vais passer vite parce qu'on pourrait y passer un peu de temps. 60 nanogrammes à 80 nanogrammes, et aussi donc justement dans ce contexte de protection, on va dire pour les maladies infectieuses, c'est ces taux-là à peu près qu'il faut viser. Très bien. Donc là, on comprend aisément que la synthèse endogène et les apports alimentaires sont loin de suffire. Donc on comprend qu'il faudra se complémenter. Alors du coup, les questions qui se posent, c'est qu'est-ce que je prends comme vitamine D? On trouve sur le marché de la D2 et de la D3. Alors concrètement, la D2 produite par les champignons, mais les études sont claires, elle est 2 fois moins efficace pour remonter la vitamine D3, elle doit se transformer, et en plus sa toxicité est 2 fois plus importante. Donc on va clairement choisir une vitamine D3. Alors généralement la D3 provient de l'animal, de la lanoline, donc au niveau de la laine, de la peau du mouton.
il faut savoir, hein, je dis ça pour les végétariens, qu'on ne tue pas l'animal pour obtenir la vitamine D3. Toutefois, si malgré tout ça dérange le vegan de prendre de la D3 animale, on peut trouver de la D3 végétale qui provient de lichen. Donc c'est possible. Alors après, une fois qu'on aura choisi sa vitamine D3, on va bien faire attention à choisir une vitamine D qui ne contient pas d'excipients, d'additifs qui peuvent poser des problèmes. Je pense par exemple au butylhydroxytoluène qu'on trouve dans plusieurs vitamines D qu'on recommande régulièrement. Donc il faut bien regarder l'étiquette. C'est ça, tout à fait. Okay. Voilà. Donc maintenant la question qu'on se pose, c'est est-ce que je prends des mégadoses, comme on donne parfois en médecine, des grosses ampoules, vous savez, avec 100 000 unités, parfois 70 000, ou est-ce que je vais plutôt sur des doses quotidiennes? Bah là, encore une fois, les études sont claires. Quand on prend des mégadoses, comme vous voyez ici sur le graphique, on va faire effectivement monter la vitamine D, donc à condition qu'on absorbe le gras, on en reparlera tout à l'heure. Donc si on l'absorbe, on va effectivement faire remonter son d'autres vitamines D, mais 1 mois après l'ingestion, vous voyez que notre taux de vitamine D va devenir encore plus bas qu'au départ. Alors là, vous allez remarquer sur ce graphique que la vitamine D n'est pas en nanogrammes par millilitre, comme on parle souvent avec Bruno, c'est en nanomol par litre. Donc on a l'impression que le statut est bien, 55, 70, c'est plutôt pas mal, mais en réalité, c'est beaucoup plus bas. Donc ce qu'il faut voir sur ce graphique, c'est simplement que des mégadoses, c'est pas physiologique, ça suffit pas de donner une ampoule tous les 3 mois, on sera pendant 1 mois à peu près bien et encore, pas vraiment finalement, et après on sera pire que mieux. Alors on comprend qu'on va privilégier des doses quotidiennes. Alors maintenant qu'on a dit on va prendre de la D3, des doses quotidiennes, sachez que la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble, ce qui signifie qu'elle est absorbée en présence de graisse. Donc on va prendre la vitamine D pendant un repas contenant du gras. Certaines personnes disent de le prendre dans un verre de jus d'orange à jeun le matin. Okay. Je ne sais pas, j'ai entendu ces recommandations régulièrement, donc non, ça ne marche pas. Parfois, il y a du gras des huiles dans les ampoules, mais il vaut mieux prendre vraiment pendant un repas gras. Après, il faut savoir que vu que c'est une vitamine liposoluble, elle est stockée dans le tissu adipeux, donc et là, elle n'est pas utilisable. Donc, les personnes en surpoids doivent augmenter leurs apports par rapport à quelqu'un qui est plutôt eutrophique ou en sous-poids. Enfin, vu que c'est une vitamine liposoluble, elle nécessite une bonne digestion du gras, ce qui veut dire un pancréas fonctionnel et une chasse biliaire fonctionnelle, donc une vésicule biliaire fonctionnelle avec suffisamment d'acide biliaire pour absorber le gras et tout ce qui est vitamine liposoluble, vitamine A, D, E, K, mais aussi les caroténoïdes par exemple, et ce n'est pas le cas de tous. Donc parfois, on peut dépister des personnes, effectivement, on peut identifier des personnes qui ont des difficultés à digérer le gras. Ce sont des personnes qui auront parfois une lenteur digestive, qui vont pas être un petit peu dégoûtées après les repas gras, qui auront l'impression d'arriver au repas suivant sans avoir digéré le repas précédent. Alors les personnes qui ont une insuffisance biliaire chronique, il y en a des constipés depuis l'enfance, là ça doit évoquer quand même quelque chose qui dysfonctionne à ce niveau-là. Et on a aussi parfois la présence de sels salissantes, puisque le gras n'est pas absorbé, il se retrouve dans les selles, ce qui fait que les selles sont plus salissantes, plus difficiles à nettoyer. Donc, c'est des personnes qui vont utiliser beaucoup de papier toilette. Donc voilà, ça peut être bien à repérer parce que ces personnes-là, vous allez leur donner de la vitamine D, elle ne sera pas toujours très bien absorbée, il faudra travailler un peu sur la fonction biliaire. Et toi, Bruno, tu as peut-être des petits mots à nous dire sur le bilan qui peut indiquer une insuffisance biliaire ou pancréatique, enfin une insuffisance de digestion du gras? Oui, c'est vrai qu'on peut, il est possible en effet d'évaluer un petit peu la capacité de digestion du gras par certaines analyses. Déjà, très simplement, on peut avoir des suspicions, on va dire, lorsque l'ensemble des vitamines liposolubles qu'on peut vous proposer comme à doser sont basses. Une vitamine D, une vitamine E qu'on peut doser aussi, une vitamine A, un bilan des caroténoïdes, on va en parler un petit peu. Quand tout ça est relativement bas, déjà ça peut laisser, voilà, ça peut nous amener à quelques suspicions. Si vous avez de la chance, que vous avez un praticien qui vous propose un fabuleux bilan qui est le bilan des acides gras érythrocytaires, qui est un des bilans de micronutrition les plus extraordinaires qu'on puisse faire, et que vous voyez globalement dans ce bilan des acides gras polyinsaturés plutôt tous vers le bas, vraiment dans les
dans les normes basses, ça aussi fait partie des choses qui peuvent être un peu suspects, voilà, qui peut vous indiquer, notamment si vous vous supplémentez, ça peut arriver, et voir supplémenter en oméga 3 par exemple, ça remonte très vite. Normalement, un statut remonte en 1 mois et demi, 2 mois, et un statut d'oméga 3, si vous voyez que ça remonte pas, ça aussi, ça peut être des petits indices comme ça qui vous amènent sur la piste d'une insuffisance de digestion du gras. Alors, autre examen qui peut montrer des problèmes, qui peut révéler des problèmes avec les gras, c'est sur des coprocultures où vous avez très souvent, qui accompagne les examens des selles, ce qu'on appelle un fécalogramme, qui donne une idée. Donc c'est un examen qui peut être assez complet, mais une des choses qui nous intéresse, nous, en micronutrition, ça peut être les résidus qu'on peut retrouver, amidon, muscles non digérés ou des gras non digérés. Donc on peut voir augmenter, présentes en quantité anormalement élevée, et qui peuvent laisser suspecter un problème biliaire plus tôt, parce que pour que ce soit pancréatique, il faut vraiment que vraiment la fonction pancréatique soit vraiment effondrée pour que la stéatorée se révèle au niveau du fécalogramme. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et vraiment un marqueur que je trouve vraiment très intéressant, qui est souvent associé justement dans les coprocultures fonctionnelles, c'est l'élastase fécale. L'élastase fécale, c'est une protéase pancréatique, une protéase à sérine pour être exact, et qui est donc vraiment un super marqueur parce que c'est une enzyme qui traverse tout le tube digestif absolument sans être dégradée. Donc elle se dose dans les selles telle qu'elle est, on va dire, au niveau du duodénum. Et du coup, elle est vraiment un bon reflet de la fonction pancréatique et notamment de la lipase pancréatique. Et donc, et en plus, c'est un marqueur très précoce d'un pancréas, on va dire, peu fonctionnel, enfin, pas optimal au niveau fonctionnel, on va dire, donc un marqueur précoce qui peut repérer justement une faiblesse pancréatique. Donc ça, c'est intéressant aussi à repérer, et ça peut révéler un problème avec le métabolisme, avec la digestion du gras. Je repasse la parole à Guénaëlle. Donc maintenant qu'on a vu un peu les différents facteurs limitants, notamment les facteurs limitant l'absorption du gras, combien dois-je prendre de vitamine D quotidiennement autour de mon repas qui contient du gras, donc c'est-à-dire soit pendant le repas, soit directement après, il ne faut pas attendre d'avoir digéré son assiette. Combien dois-je me complémenter pour espérer arriver dans ce taux optimal, comme on a vu le taux optimal qui est entre 60 à 80 nanogrammes par millilitre. Moi, ce que je propose, alors il y a différents protocoles, on ne dit pas avoir le bon protocole, mais en tout cas, moi je trouve qu'avec ce protocole-là, ça fonctionne très bien, donc je vous le transmets. Je pars sur une dose de charge, une phase d'attaque, et puis après, une fois que j'ai atteint la fourchette optimale, je vais entretenir avec une posologie, une dose d'entretien. Donc première phase, la phase d'attaque, je vais proposer une complémentation entre 8000 unités à 12 000 unités par jour pendant 1 mois pour remonter de 20 nanogrammes. Donc si mon patient il a 20 nanogrammes par millilitre et que je veux le monter à 60, je veux monter de 40, je vais lui proposer autour de 10 000 unités pendant 2 mois. Et normalement, je dois avoir atteint mes 60 nanogrammes par millilitre. Alors, pourquoi je vous dis 8 000 ou 12 000 ou 10 000 ? Eh bien, on va faire en fonction, on a vu, du surpoids, puisque une partie est stockée dans le tissu adipeux. Donc, si quelqu'un est plutôt en surpoids, je vais aller autour de 12 000. Si quelqu'un est plutôt menu, j'irai plutôt autour de 8 000. Alors là, je dis surpoids, mais attention, le poids, c'est pas juste la balance, je parle bien de tissu gras. Quelqu'un qui est bien costaud, bien lourd, avec un IMC parfois obèse et qui est plein de muscles, il n'a pas trop de gras. C'est pas la peine d'aller vers de 12 000 unités, c'est pas pareil. Et puis aussi, il faudra prendre en compte donc la digestion du gras. Si quelqu'un ne digère pas très bien le gras, on ira plutôt vers les 12 000. Des fois, ce sera même pas suffisant, on va peut-être aller au-delà. Mais il faudra surtout optimiser la digestion du gras. Donc la vidéo n'a pas pour objet d'enseigner ça, c'est assez complexe, mais voilà, c'est bien sûr, on essaie toujours de travailler de corriger l'origine du problème. Donc, une fois que j'ai atteint ma fourchette visée, je propose donc une phase d'entretien. Ce que je vous propose, c'est de mettre entre 60 à 80 unités par kilo de poids corporel par jour. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui fait 50 kilos,
ça fait autour de 4000 unités par jour. Et donc, en respectant ce protocole, normalement, on est bien, pas d'excès, pas de déficit, mais l'idéal étant toujours de recontrôler à distance. Quand ça fait un moment que vous êtes dans votre phase d'entretien, je vous conseille de refaire un bilan pour voir si oui, ça a bien remonté, si c'est insuffisant ou si éventuellement c'est en excès. Alors, qu'est-ce qu'un excès? Eh bien, on a vu que 100 nanogrammes par millilitre, c'est tout à fait tolérable. Certaines personnes parlent d'une dose de toxicité autour de 150 nanogrammes par millilitre. Tu es d'accord, Bruno? Du coup, on va faire en sorte de rester, on va dire, en dessous de 100, mais si on est à 120, c'est pas dramatique, on l'a bien compris. Alors, dans le cas où c'est vrai que certaines personnes, on a beau leur expliquer l'intérêt du dosage, certaines personnes ne voudront pas le faire. Et pourtant, vous pouvez aller au laboratoire, comme vous a dit Bruno, et le demander. Vous le prenez en charge vous-même, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout, certaines personnes ne veulent pas. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas contrôler avec des grandes doses. On peut pas recommander des grandes doses au départ. Enfin, moi, je ne me le permets pas en tout cas. Donc, à ce moment-là, on va rester sur la dose d'entretien autour de 60 à 80 unités par kilogramme et par jour. Donc voilà, maintenant que j'ai vu comment optimiser ma synthèse endogène, comment optimiser mon absorption, que je dois en prendre quotidiennement et à quelle quantité, est-ce que je suis sûre que si j'ai tout ce qu'il faut, le magnésium B3, est-ce que je suis sûre que si j'ai mon 1,25 hydroxy D3, est-ce que je suis sûre que ça fonctionne? Est-ce que ma vitamine D est forcément fonctionnelle? Bah non, pas forcément. Puisqu'effectivement, la vitamine D fonctionne sur un récepteur nucléaire, le récepteur de la vitamine D, le VDR, qui va se coupler à un autre récepteur qui est le RXR, qui est le récepteur à la vitamine A. Ces deux récepteurs, lorsqu'ils sont liés, vont devoir migrer au noyau de la cellule pour faire leur job, on va dire, pour aller activer la transcription de certains gènes qui sont sous leur dépendance. Les 200 gènes que tu as cités au départ. Exactement, tout à fait. Donc, si je n'ai pas suffisamment de vitamine A, même si j'ai ma vitamine D qui est bien activée, eh bien, ça ne fonctionne pas. Alors, de la même façon, la vitamine A, c'est aussi une vitamine liposoluble, donc on va retrouver les mêmes facteurs limitants. Il faut que je puisse digérer le gras pour bien l'absorber. Il faut que je l'apporte déjà dans l'alimentation. Il n'y a pas énormément d'apport de vitamine A. On trouve principalement dans les abats. On parlait du foie de morue qui est très riche en vitamine A. Dans le beurre, dans les œufs blancs, les jaunes d'œufs, etc. Mais il y a aussi une synthèse endogène de vitamine A à partir des caroténoïdes, donc des provitamines A végétaux qu'on peut trouver dans les carottes, dans les tomates, dans les choux, etc. Je vous laisserai regarder sur Internet des listes d'apports en caroténoïdes. Donc notre corps fabrique de la vitamine A à partir de ces précurseurs végétaux sous l'action d'une hormone, de l'hormone thyroïdienne, mais la T3, pas la T4 qui est parfois dosée, c'est la T3 qui est l'hormone active. Donc il faut avoir une bonne fonction thyroïdienne pour permettre cette synthèse endogène. Alors, en clinique, qu'est-ce qui peut m'évoquer une insuffisance de vitamine A? Si je ne digère pas les graisses, je vais forcément penser que toutes mes vitamines liposolubles seront effondrées. Mais aussi un petit signe un peu particulier pour la vitamine A, on peut avoir une baisse de la vision nocturne. Et la vitamine A est nécessaire aussi à l'activité des hormones thyroïdiennes. Donc on a un cercle vicieux, si je n'ai pas une bonne thyroïde, je ne fabrique pas suffisamment de vitamine A. Si je n'ai pas suffisamment de vitamine A, ma fonction thyroïdienne ne marche pas, même si j'ai un statut optimal en T3. Bruno, tu peux nous toucher un petit mot sur ces analyses, vitamine A, caroténoïdes? Donc, si j'ai bien compris ce que tu as dit, il faut donc de la vitamine A pour que la vitamine D puisse agir. Est-ce qu'on peut parler d'un cofacteur? Pas vraiment. C'est un peu. Non, pas vraiment un cofacteur, parce que ça ne va pas activer une enzyme, mais c'est son binôme comme nous. Son binôme, absolument. Super. Vitamine A, vitamine D. D'accord. Donc évidemment, on peut doser la vitamine A. C'est recommandé aussi. Des taux aussi qui sont à viser, toujours un peu comme source le docteur Résimon. On est sur des besoins de 70 à 100 microgrammes par décilitre pour être dans des statuts intéressants en vitamine A. Alors, un taux bas de vitamine A peut provenir notamment d'une insuffisance de consommation, comme l'a évoqué Gwenaël, de caroténoïdes, notamment de bêta-carotène, parce que c'est surtout lui qui va être, on va dire, converti
en vitamine A. Donc, source de bêta-carotène, comme elle a dit, vous pouvez trouver ça, mais en grosso modo, carotte, abricot, tout ce qui est un peu orange, mais pas que. Épinards, brocoli aussi, il y a du vert qui est riche en bêta-carotène, ça peut être un peu trompeur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut évaluer les apports des bêta-carotènes, enfin du bêta-carotène et des caroténoïdes avec des dosages des caroténoïdes, que je trouve un dosage vraiment très intéressant à faire. Pour aller un peu au-delà des 5 fruits et légumes par jour pour tout le monde. On peut vraiment individualiser, personnaliser vraiment ce type de recommandations. Donc, en gros, on peut tirer beaucoup d'informations de tout ça, mais pour être un peu simple dans cette vidéo, on peut dire que vitamine A basse et bon statut de caroténoïdes, potentiellement, comme l'évoquait Gwenaëlle, c'est potentiellement une mauvaise conversion du bêta-carotène, notamment en vitamine A, soit pour une cause d'hypothyroïdie, soit aussi pour un entérocyte qui est, on va dire, peu fonctionnel. Donc ça, puisque tout ça, la conversion se fait au niveau de l'entérocyte, cette transformation bêta-carotène en vitamine A. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Deuxième chose, vitamine A basse et caroténoïdes dans leur ensemble, parce on en dose plusieurs plutôt bas, plutôt effondrés, forte probabilité que le bateau de vitamine A proviennent d'une insuffisance de consommation de végétaux riches en caroténoïdes. Voilà un petit peu les informations qu'on peut tirer de ce bilan des caroténoïdes en lien avec la vitamine A et en lien avec la vitamine D pour revenir à notre sujet. Est-ce que ça te convient? Oui, très bien. Merci Bruno. Merci Gwenaëlle. On va conclure. On va toucher le micro. Mais merci aussi. Mais voilà. On ne peut pas se faire la bise ces temps-ci. Non, On c'est se serre la terrible. main. Bon, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris certaines choses. Alors vous avez compris, elle ne sera pas exhaustive, c'est pas possible. Notamment, on aurait peut-être dû parler de la vitamine K, du rôle incontournable aussi, enfin, du rôle nécessaire pour orienter le calcium dans l'os pour éviter les risques de calcification artérielle ou périarticulaire. Mais on ne peut pas parler de tout. Et donc d'ailleurs, ce serait peut-être l'occasion de conseiller peut-être l'achat du livre de Dr Résimond, qui est un médecin très impliqué en micronutrition. Donc il a écrit un livre qui s'appelle Vitamine D3 K2, qui vous expliquera tout justement au niveau de cette complémentarité vitamine D et K. Donc on vous conseille d'acheter si vous voulez en savoir plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, abonnez-vous à notre chaîne. On essaiera régulièrement de vous faire des petites vidéos sur différents sujets que vous pouvez peut-être d'ailleurs suggérer s'il y a un sujet qui vous intéresse particulièrement. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Bruno.